Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Députée, présidente du Rassemblement national. Nous sommes le 5 février. Vous avez peut-être suivi l'intervention du Premier ministre hier, Jean Castex, à propos du coronavirus. Alors, que dit-il? La situation ne nécessite pas de confinement. À ce jour, un nouveau confinement sera pris, la décision sera prise en tout dernier recours. C'est ce qu'a dit hier Jean Castex. Est-ce que la situation nécessiterait un nouveau confinement ? A priori non, mais si vous voulez, ce que je trouve frappant et particulièrement pénible, j'ose le terme, c'est qu'on a le sentiment que dans l'esprit du gouvernement, il n'y a que deux solutions. Le confinement et le couvre-feu. Confinement, pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu, couvre-feu à 18h, couvre-feu à 20h. Mais tout le reste de la stratégie qui doit être mise en œuvre face au Covid est où ? Les soins. On a abandonné l'idée de soigner le Covid et notamment les gens dès qu'ils ont des symptômes. Il y a des études qui continuent à être faites parce que vous savez qu'il y a énormément de maladies qui, si elles ne sont pas soignées du tout ou si elles ne sont soignées qu'avec du Doliprane, tournent mal. Le diabète, si on n'avait pas de médicaments. Or, il n'y a pas de recherche sur des médicaments. Quels soins, quel traitement? Il n'y a pas de recherche sur les médicaments? Non, je ne vois pas d'études, je ne vois pas de recherche sur les médicaments. Je ne parle pas de l'hospitalisation, où par ailleurs, on n'a d'ailleurs que des médicaments anciens. On n'a pas de nouveaux médicaments à l'hôpital pour soigner ceux qui ont une forme grave du Covid. Mais, je sais pas, l'ivermectine, qu'est-ce qu'on en pense? L'hydroxychloroquine, quoi qu'on en dise, qu'est-ce qu'on en pense? Pas beaucoup de bien, enfin du moins toutes les études qui ont été engagées. Si, il y a beaucoup d'études autour de l'ivermectine. D'accord. Mais bon, on va pas rentrer dans Donc il n'y a pas de détail. soins. Donc premièrement, les soins. Deuxièmement, le suivi, si vous voulez, des clusters. Bon, moi je suis désolé, ça fait des mois que je réclame qu'il y ait une analyse généralisée des eaux usées pour être au plus près de la détermination des clusters à venir. Il y a des analyses des eaux usées. Pas généralisées, Monsieur Bourdin, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas une politique qui est impulsée par l'État. Il y en a dans certains endroits, certaines villes, certaines communautés d'agglomération, mais il n'y a pas un plan général pour pouvoir détecter en amont des symptômes, quels sont les lieux de contamination, ce qui permet d'intervenir au plus vite. Je vous signale qu'avec l'analyse des eaux usées, on peut aller jusqu'à déterminer s'il existe un cluster dans une école, dans un EHPAD, dans une restauration collective, ce qui permet d'intervenir au plus vite, de tester massivement là où on voit qu'il y a une augmentation de la circulation pour pouvoir isoler. La France teste massivement, Marine Le Pen. Mais Très bien, les traitements. Non mais tester massivement, ça veut rien dire, Monsieur Bourdin. D'abord, ces traitements qui sont très controversés. Toutes les études disent que ces traitements n'ont aucun effet significatif. Mais peu importe, vous n'êtes pas comme Nicolas Dupont-Aignan, tout de même, qui défend. Vous avez vu ce qu'il dit. Non, je n'ai pas vu ce qu'il dit. Bon, qui défend tous ces traitements jusqu'à la coupe. Mais non, mais moi je défends. Je défends juste l'idée que l'on cherche quelle un décision traitement. Aujourd'hui, vous seriez présidente de la République, quelle décision prendriez-vous? Alors, je prendrai la décision de généraliser l'analyse des eaux usées. Bon, je prendrai la décision de tester massivement, quand il y a une augmentation de la circulation, les endroits où il y a une augmentation de la circulation. Je prendrai la décision d'opérer un isolement des personnes qui sont contaminées avec une aide extérieure, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Je prendrai la mesure de la territorialisation des mesures contraignantes. Confinement localisé? Si c'est nécessaire, oui. Avec interdiction de déplacement? Avec interdiction de déplacement? C'est pas le sujet, Monsieur Bourdin. Attendez. Le sujet. C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. S'il y a confinement localisé, il y a forcément interdiction de déplacement d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre. Monsieur Bourdin. Oui. En Australie, Marine Le Pen. la technique que je souhaite voir mettre en œuvre. Oui. En Australie. Non, mais je ne vois pas le rapport. En Australie. Excusez-moi. En Australie, la technique que je veux voir mettre en œuvre est utilisée. À savoir que plutôt que de fermer tous les restaurants, tous les théâtres, tous les cinémas de l'ensemble du pays sous prétexte d'égalitarisme, ce qui est objectivement une ineptie, eh bien lorsque, avec l'analyse des eaux usées, on voit apparaître un futur cluster, parce que ça permet de voir 3 à 4 jours avant l'apparition des symptômes, on teste
si on voit qu'il y a effectivement une circulation importante du virus, eh bien, on peut décider le confinement, comme c'est fait en Australie, d'un quartier, d'une ville, la fermeture d'une école, et l'on détermine comme ça, précisément. Et parfois, 5 ou 6 jours, ça suffit d'ailleurs. Mais ça évite la fermeture globale. Très bien, c'est un confinement localisé, effectivement, vous défendez, mais avec interdiction de déplacement. Parce qu'en Australie, c'est ce qui se passe, interdiction de déplacement. Mais bien on n'a sûr, pas le droit de se rendre dans les zones qui sont infectées. Monsieur Baudin, est-ce qu'il vaut mieux ça pendant 6 ou 7 jours ou est-ce qu'il vaut mieux que nous vivions comme nous vivons actuellement, totalement contraints, totalement bloqués, avec les restaurants fermés, les bars fermés, les discothèques fermées, les stations de ski qui sont en train de mourir sous nos yeux, des gens qui sont obligés de courir à la sortie de leur travail pour récupérer leurs enfants, faire leurs courses en quelques minutes, pour être à 18h chez eux. Est-ce qu'il vaut mieux la spécificité, la localisation, la territorialisation, ce qui permet aussi à l'économie de respirer. Parce que tous les endroits où le virus circule peu, eh bien, il y a une vie économique qui se déroule normalement. Ou est-ce qu'il vaut mieux ce que nous vivons actuellement ? Moi, mon choix est fait. Bien, Marine Le Pen, les vaccins, vous dites à juste raison. D'ailleurs, le gouvernement, finalement, vous a rejoint, puisque le gouvernement nous a dit qu'il était prêt à acheter le vaccin russe, le Sputnik V, s'il est homologué, évidemment. Là, vous êtes d'accord, j'imagine. S'il est homologué, on l'achète. Bien sûr. C'est bien cela. Donc, on attend l'homologation avant de l'acheter. Oui. Bon, très bien. En ce qui concerne les vaccins, j'ai 2 questions à vous poser. La première, ce sont les certificats de vaccination. Vous êtes formellement opposé aux certificats de vaccination. J'ai vu que la Suède et le Danemark allaient mettre en place des passeports vaccinaux. Pourquoi faire ? Pour pouvoir voyager ou pour accéder à des événements sportifs, culturels ou à des restaurants. Vous êtes contre, pourquoi ? Oui, je suis contre. Je suis contre d'abord parce qu'on est dans l'incapacité de vacciner les Français qui le souhaitent. Donc, excusez-moi, mais on ne peut pas donner un passeport vaccinal. En privant les gens de leur liberté, alors même qu'ils souhaitent se faire vacciner, qu'on est dans l'incapacité. C'est comme en Suède ou au Danemark, lorsque une grande majorité de la population sera vaccinée, bien sûr. Mais je suis contre, moi. Je suis contre car je ne vois pas l'intérêt de ce passeport vaccinal. Je suis désolé, je n'en vois pas l'intérêt. Je vois une atteinte à nos libertés, une fois de plus, et il y en a eu beaucoup, au point que la France est en train de s'effondrer dans les classements des démocraties, est aujourd'hui considérée comme une démocratie défaillante. Ça devrait tout de même interpeller ceux qui sont à la tête de notre pays. Donc je suis contre ce passeport vaccinal. En revanche, je souhaite que tous les Français qui le veulent puissent être vaccinés. Et je m'aperçois qu'on a assisté à un fiasco dans la campagne de vaccination, dont on n'est pas sorti d'ailleurs. Probablement au mois de février, on ne pourra pas vacciner de nouvelles personnes. Parce qu'on va être obligé de réserver le mois de février à accorder aux gens leur 2e vaccination. Vous auriez espacé les doses ? Non, pas du tout. Je trouve que c'est très dangereux d'espacer les doses. Le font les Britanniques, par exemple. Oui, eh bien c'est très dangereux et je crains qu'il n'en ait à s'en mordre les doigts dans le futur. Et pour le coup, vous voyez, je suis d'accord avec M. Véran quand il dit qu'il ne faut pas espacer les doses. Espacer les doses, c'est prendre le risque d'un affaiblissement possible des gens qui sont vaccinés face au virus, s'ils le rencontrent entre les 2 vaccinations. Et c'est surtout prendre le risque de l'aggravation du risque de mutation du virus. Or, nous avons une capacité de séquençage qui n'est pas suffisante. Et ça, c'est un des grands aspects de priorité, je crois, qui doit être celle du gouvernement. Il faut développer massivement le séquençage du virus. Nous sommes en train de rechercher des variants que nous connaissons, mais ce qu'il faut aussi, c'est être capable de déterminer des nouveaux variants qui pourraient intervenir. Or, il faut au moins 10% des tests qui puissent être séquencés. Nous en sommes aujourd'hui encore très loin. Donc, commençons encore une fois par organiser cela de manière précise, rigoureuse. Moi, je crois qu'on aurait dû confier au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale le soin de mettre en œuvre cette stratégie et de la contrôler. Or, ça part un peu dans tous les sens. Bien, on va parler d'autre chose, puisque j'ai vu dans une interview récente que vous avez accordée aux Parisiens, vous dites « On ne peut parler de rien, le coronavirus écrase tout ». C'est vrai. Écrase tout ? Oui, c'est vrai. Ah oui, mais le 25 janvier, vos vœux,
vous avez consacré l'essentiel de vos vœux au coronavirus, hein, Marine Le Pen. C'est vrai, vous avez raison. C'est une forte inquiétude chez les Français. Bien sûr, je le comprends. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une situation économique dont il faut que nous parlions, qu'il y a une situation migratoire qui continue, qu'il y a évidemment l'islamisme qui reste, on va en parler bien sûr, reste un danger majeur, et que donc tous ces sujets-là, il faut qu'ils puissent trouver un espace à côté de la crise sanitaire, parce que j'espère que la crise sanitaire disparaîtra, que ce virus disparaîtra ou au moins sera maîtrisé. Pour l'instant, tout ce dont je viens de parler là n'est pas maîtrisé. Alors avant de parler politique, avant de parler projet de loi confortant le respect des principes de la République, en cours de discussion, de vote à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, deux questions internationales. Est-ce que vous demandez la libération d'Alexeï Navalny ? On va avoir du mal à demander à un pays étranger, à la justice d'un pays étranger, d'opérer la relaxe, en quelque sorte, de quelqu'un. C'est compliqué, vous voyez, sur le plan international. En revanche, je demande à la Russie d'être attentive aux droits de la défense de monsieur Navalny, qui a été jugé pour avoir, je crois, être allé à l'encontre de son contrôle judiciaire dans une affaire, d'ailleurs, qui l'oppose à un Français, à une grande société française, Yves Rocher. Bon. Donc tout ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique. Vous l'admettrez avec moi. Il n'en demeure pas moins que, encore une fois... 10 000 personnes arrêtées depuis le 23 voilà, janvier. Encore, oui. Oui. Il y en a eu aussi beaucoup pendant les Gilets jaunes. Oui, 10 000 personnes en prison pendant les Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis en garde à vue. Mais moi, je suis très attaché, encore une fois, au respect des droits de la défense dans tous les pays. Les choses sont très claires dans mon esprit. Donc s'il y a une violation des droits de la défense, alors je suis prête à intervenir. Vous défendez les Ouïghours en Chine de la même manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je défends effectivement la dignité humaine, et je souhaite que les Ouïghours puissent bénéficier du respect de la dignité humaine. Bien, vous avez renoncé à sortir la France de l'Union européenne. Pourquoi ne voulez-vous plus maintenant suspendre les accords de Schengen ? Ah non, ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah bon, et qu'est-ce que vous avez dit? Ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. Si, vous avez dit qu'il fallait permettre la libre circulation des citoyens à l'intérieur de l'espace Schengen. Monsieur Bourdin, vous avez dit. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais ne me parlez pas à ma place. Bon, alors allez-y. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, est venu à la frontière espagnole pour dire il faut réformer Schengen. Ah, merveilleux. Enfin, un mot et une ouverture vers la réforme très attendue de Schengen. Et puis plus rien. Et donc je suis venu lui dire, écoutez, si vous souhaitez réformer Schengen, je pense que la première des choses que vous devriez faire en urgence, c'est déjà, parce que c'est du bon sens, de réserver, puisque je me doute que M. Macron ne souhaite pas la maîtrise totale des frontières nationales. Au moins, vous devriez réserver la libre circulation exclusivement aux nationaux des pays de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Des pays de l'espace Schengen. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui... On est bien d'accord, des pays de l'espace Schengen. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Les pays de l'Union européenne plus les pays associés. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, bénéficie de la libre circulation tout le monde. Les clandestins, ceux qui ont les étrangers en situation légale, qui ont une autorisation de séjour. Et moi, je viens dire que si un pays veut ouvrir ses frontières aux migrants, veut accorder des visas, veut accorder des autorisations de séjour, il faut qu'il assume les étrangers qui l'accueillent. Et qu'ils ne se disent pas, je les accueille et puis après ils pourront aller s'égayer ou s'installer dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Je trouve que c'est un véritable scandale. Moyennant quoi, Monsieur Bourdin? Vous ne voulez plus suspendre les accords de Schengen? Non, Monsieur Bourdin. Car moi, ce que je souhaite, ça je pense que Monsieur Macron pourrait le faire en urgence. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que chaque pays retrouve la maîtrise totale de sa politique migratoire et de ses frontières. Ça veut dire qu'en revanche, ce que je ferais, moi, quand je serai présidente de la République, c'est que je plaiderai pour qu'on puisse passer des accords bilatéraux entre pays. La France décide de passer un accord bilatéral, par exemple, avec le Portugal. Puisque je considère que le Portugal est un pays sûr, et je viens dire au Portugal, écoutez, nous allons passer un accord de libre circulation entre vos nationaux
et les nôtres, que je pourrais suspendre si jamais Donc il n'y a plus d'espace une difficulté. Schengen. Voilà. Donc Il n'y a plus d'espace Schengen. il y a une libre circulation décidée Dans par l'espace chaque Schengen. pays. Par chaque pays, par des accords bilatéraux, ça s'appelle la maîtrise de nos frontières Bien. et de notre politique Mais dans migratoire. un cadre européen. Oui, mais on a. Ben mais, oui, mais nous ne Marine sommes Le pas. Pen, oui. Mais Monsieur Vous avez Bourdin. évolué, mais très bien. Mais Monsieur Bourdin, admettez-le. Monsieur Bourdin, Admettez-le. vous avez lu tout ce que nous avons Oui, écrit. oui, moi j'ai Vous tout savez lu. bien que nous avons fait un Oui. grand manifeste Vous pendant avez les beaucoup élections évolué, Très européennes. bien, mais c'est votre choix. Non, C'est pas le mien. C'est votre choix. Qui Vous s'appelle avez le Manifeste évolué. pour une alliance européenne Oui. des nations. Nous sommes pour une alliance européenne des nations. Nous ne sommes pas Vous contre avez même l'Europe. lancé une grande campagne Nous sommes contre le pacte européen sur la migration et l'asile. Avec Oui. une pétition. contre D'ailleurs, on se demande où est cette pétition. contre le pacte. Oui, bah oui. Voilà. Mais encore une Contre fois, le pacte européen nous ne sur la sommes pas des migration et l'asile. anti-européens, nous sommes contre l'Union Vous avez européenne. évolué. Très bien. Mais en quoi là, le fait de lutter contre... Non mais Monsieur Bourdin, vous ne pouvez Oui. pas balancer comme ça une phrase en je ne disant vous balance avez pas. évolué et puis passer à autre Mais sur chose. l'espace Schengen, vous avez évolué, mais très bien. Non, mais nous n'avons pas évolué. Nous avons toujours plaidé pour que chaque pays maîtrise ses frontières. Ce que nous disons à Emmanuel Macron, président de la République, en urgence, au moins plaider pour que cette libre circulation soit réservée exclusivement à ceux qui ont la nationalité d'un pays de l'Union européenne. De l'Union européenne, Mais de nous n'avons l'espace. pas le droit d'être Ok. constructifs dans Mais le je- débat. Si, Mais je ne. c'est bien, je vous trouve, demande de la simplement part de de l'opposition vous me le dites, c'est d'être parfait. constructif. Parlons du projet de loi confortant le respect des principes de la Nous avons de la essayé d'être République. constructifs Oui, dans celui-là oui. aussi, Alors, celui-là. mais nous avons eu Alors, du mal. Regardons ce qui a été adopté, puisque Oui. l'article 4 a été adopté. Hein. Il crée un nouveau délit de séparatisme. Vous y êtes favorable? Mais bah oui, mais en quoi c'est un délit de séparatisme? Moi, je suis désolé, on va le lire ensemble. Hein. Toute personne menaçant, violentant ou intimidant un élu ou un agent du service public dans le but de se soustraire totalement ou partiellement aux règles des services publics. Chouette alors, moi, 5 ans de prison, moi, 75 000 euros d'amende. je signe dès demain. Moi, ceux qui Vous avez s'attaquent aux voté pour élus, ceux qui s'attaquent aux agents du votez service pour public, oui, bien sûr, évidemment. Bon. Mais en quoi c'est la lutte contre l'islamisme, ça? L'article 4. Non, en quoi est-ce de la Bis. lutte contre l'islamisme? Parce que n'importe quelle personne peut venir à un guichet pour menacer un Ça peut être agent un du islamiste. service public, ça peut. Mais en quoi est-ce une lutte contre l'islamisme? Vous voyez, en fait, c'est ça le problème. On attendait une grande loi de lutte contre l'islamisme. Et on a... Alors, il y a quelques articles qui sont pas mal, mais c'est une petite loi de police administrative. si vous voulez. L'article 4 bis, qui est, je crois, suite à un amendement de Madame Genevard. C'est très bien. Les Républicains. C'est très bien. C'est très bien. Très bien. Création du délit d'entrave à la fonction d'enseigner par personne, par pression ou insulte. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est à la suite de Samuel Paty. De la Mais mort de est-ce Samuel que Paty. c'est la lutte contre l'islamisme? Encore une fois, enfin, Si, regardons c'est un quand peu. même la lutte contre l'islamisme, non? Non, moi Contre j'ai le déposé. séparatisme. Moi j'ai déposé. Oui. Moi j'ai déposé Oui. clairement une proposition de loi de lutte contre l'islamisme. Parce que le problème de la loi du gouvernement tel que nous la votons, c'est qu'en réalité, comme souvent avec En Marche d'ailleurs, elle a vocation à s'appliquer à tout le monde. Elle attend d'ailleurs en partie aux libertés de tous, hein, c'est le cas avec la suppression de l'instruction à domicile, sous prétexte que quelques islamistes extraient leurs enfants de l'école et sous prétexte d'instruction à domicile les soumettent à cette idéologie totalitaire, eh bien on interdit l'instruction à domicile pour tout le monde, plutôt que de contrôler l'instruction à domicile, ce qui est déjà dans la loi et ce qui n'est pas fait. Une autorisation sera demandée pour instruire ses enfants à domicile. Oui, mais vous Ça sera obligatoire. Vous voyez bien que Mais, c'est une Marine- atteinte à une liberté constitutionnelle. Et à chaque fois, avec En Marche, c'est comme ça. À chaque fois, Marine Le Pen. on tape sur tout le monde plutôt que d'avoir le courage de lutter contre Donc, les islamistes. j'ai regardé les votes article par article. Vous êtes peu présente. Vous étiez présente à l'Assemblée?
Est-ce que Monsieur, moi j'étais présente déjà. J'étais présente à la commission parce que j'ai participé à la commission. Au vote. Voilà. Je regardais l'article 4 bis. Personne n'a voté Rassemblement National. Vous m'étonnez beaucoup parce que j'ai regardé. Vous m'étonnez beaucoup parce que nous avons fait justement un calendrier pour que le Rassemblement National soit représenté partout. Mais nous ne sommes que 6, Monsieur Bourdin. Oui, 6. D'accord. En Marche, ils sont 300. Vous pourriez voter. Et LR, ils sont 150. D'accord. C'est beaucoup plus facile d'être présent en toutes circonstances quand on est 150. Parce qu'il n'y en a jamais 150. Lors du vote, on est présent. Non, monsieur, c'est les votes des amendements. Nous allons voter sur la loi et évidemment, nous serons présents pour... Vous allez voter pour ? Mais j'attends, monsieur Bourdin, parce que le débat, encore une fois, n'est pas terminé. Ce débat sur lequel monsieur Bourdin, et ça devrait vous scandaliser, nous n'avons aucun temps de parole. Nous n'avons même pas la capacité, entendez-moi bien, de défendre nos propres amendements. Est-ce que vous croyez que quand on présente un grand projet de loi, soi-disant un grand projet de loi, avec les timbales, hein, parce que ça a été ça, hein, les tambours, regardez ce projet de loi, est-ce que vous croyez qu'il n'est pas normal d'envisager de se donner le temps d'en débattre à l'Assemblée nationale? La représentation. Eh bien, en l'occurrence, nous ne pouvons pas défendre nos propres amendements. Nous avons 0 minute de temps de parole. Marine Le Pen, vous avez soulevé le débat de la représentation à l'Assemblée nationale. Vous avez vu l'initiative prise par François Bayrou qui est écrit au président de la République. Il demande une loi électorale juste. Il demande à tous les chefs de parti d'envoyer le même courrier. Il demande une proportionnelle, évidemment, aux prochaines législatives. Est-ce que vous répondez favorablement à ce courrier de M. Bayrou ? J'ai répondu favorablement et j'ai envoyé ce courrier hier. Donc je partage évidemment ce souhait, cette volonté de voir les Français représentés à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça le fond du problème. C'est que nous avons une Assemblée nationale qui n'est pas représentative des Français. Et le Rassemblement national que je préside a 1% du nombre de députés. Or, il ne me semble pas que nous fassions 1% des voix. Et par conséquent, nous devrions avoir le nombre de députés qui correspond au nombre de Français qui votent pour nous. Donc vous demandez le retour de la proportionnelle comme François Bayrou. Bien sûr, et comme d'autres, je le crois. Car il y a beaucoup de mouvements politiques en France qui sont pour cette proportionnelle. Je rappelle que nous sommes le seul pays en Europe à ne pas avoir la proportionnelle aux élections législatives. Et c'est surtout une promesse d'Emmanuel Macron. S'il pouvait en tenir une, ça pourrait être bien. Bien, la présidentielle, j'ai vu la déclaration du président des Républicains ce matin qui dénonce une entente tacite entre vous et Emmanuel Macron. Christian Jacob qui dit « Leur vision de la politique est la même, leur projet, c'est eux-mêmes ». Voilà ce qu'il dit. Oui, mais enfin, je n'arrive même pas à comprendre le sens profond de cette déclaration. Monsieur Jacob devrait travailler. Et moi, je vais vous dire, j'en appelle à tous les élus locaux, en fait, y compris les élus locaux LR, venez nous rejoindre. Voilà. Détournez-vous de ces états-majors qui sont manifestement compromis, qui ont arrêté de travailler pour la France, et venez nous rejoindre parce que nous avons vraiment la capacité de créer une très grande dynamique aux élections présidentielles. Et moi, j'ai besoin de tout le monde. Il faut qu'on sorte de la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Il vous faut des alliés pour gagner. Il me faut tous les gens qui sont de bonne volonté, qui ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron, qui souhaitent une France souveraine, libre, indépendante, le retour de la prospérité, du bon sens, de la raison, Monsieur Bourdin. Ceux qui veulent le retour de la raison dans notre pays. La raison, un monde organisé, structuré, dans lequel on ne demande pas aux policiers d'être des assistantes sociales, par exemple. On leur demande, voilà, on ne dépense pas une énergie folle à essayer de rendre facile la vie des délinquants et des criminels, mais plutôt on dépense une énergie folle pour tenter de s'occuper des victimes, où les méchants sont condamnés et les gentils sont récompensés. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce qui a fondé notre société. Aujourd'hui, on a parfois l'impression d'un renversement absolu et total des valeurs. Et moi, je viens dire à tous ceux à qui ça ne va pas, venez avec moi. Nous allons remettre la France sur les rails de la raison. Si vous êtes élu présidente de la République dans 16 mois, quelle sera votre première décision ? Ma première décision, ce sera de maîtriser l'immigration. Ma première décision. Parce qu'encore une fois... comment ?
Ah ben par l'intermédiaire de la reprise en main de nos frontières, de la reprise en main de notre politique, de notre politique, des douaniers à toutes nos frontières, de notre politique de visa. Oui. J'irai instaurer des visas. Oui, j'irai voir les pays dont sont issus les immigrés pour leur dire qu'ils doivent reprendre leurs compatriotes lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière. Je changerai le code de la nationalité pour que la nationalité française s'hérite ou se mérite, qu'on se retrouve pas à donner de manière quasi automatique à M. Koulibaly la nationalité française alors qu'à 18 ans il avait déjà un casier judiciaire long comme le bras. Je vais réinstaurer là aussi dans la politique migratoire de la raison. C'est ce que je souhaite faire partout, en économie, dans la fiscalité, dans la politique migratoire, dans nos relations internationales aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, encore une fois, de la politique de la France avec sa politique internationale, sa diplomatie. J'ai une dernière petite question, pas si anecdotique que cela. Vous avez vu l'augmentation de l'enveloppe de frais des députés, vous en bénéficiez, plus 15%. Est-ce que vous trouvez logique cette augmentation ? Moi, je comprends bien qu'elle tombe mal quand la situation du pays est difficile. Moi, j'ai peu de difficultés avec cette enveloppe parce qu'elle est, je l'utilise quasiment pas. Mais je pense que on aurait pu peut-être faire des compensations entre députés, entre ceux qui ne l'utilisent pas et ceux qui l'utilisent pour éviter d'avoir augmenté l'enveloppe en ce moment. Ça ne vous choque pas? Je comprends que ça choque les gens qui sont dans la difficulté. Mais enfin, en même temps, il faut savoir, et je le dis parce que je pense qu'il est juste aussi de le dire, que les députés ont fait beaucoup d'efforts pour baisser le coût de la démocratie. Hein. Il faut quand même le savoir. Il faut que les Français sachent. Je sais que aujourd'hui, il faut faire du politique bashing à tout prix et que les politiques sont les assiettes du baltrap. Mais attention à cela. Les députés ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont appliqué par exemple leur retraite, ils l'ont calé sur le système général. Donc beaucoup de choses ont été faites. Voilà. Il faut aussi qu'ils aient les moyens de travailler correctement. Bien, merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce matin.